Peut-être ça paraîtra un peu grandiloquent et j'espère pas provocateur, mais mon premier propos quand même, pour poser la situation qui est la nôtre, quand on est citoyenne et citoyen d'un pays comme la France, on est citoyenne et citoyen d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac, dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé, dont le successeur de Jacques Chirac a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour atteinte à la probité, il s'appelle François Fillon. Voilà. Donc ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement qui ont été définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de démocratie occidentale moderne, comme on dit, libérale, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui ait un tel CV judiciaire qui, il me semble, nous tend un miroir dans lequel on doit pouvoir se regarder sans honte, mais c'est un peu comme à l'école, c'est... En mathématiques, c'est en nous posant des problèmes qu'on grandit. Et c'est en regardant, comme vous le faites avec cette commission, le problème qui nous est posé, qu'on peut peut-être avancer. Alors en disant ça, évidemment, je ne veux pas du tout donner l'impression que parce que j'ai parlé de 4 hommes de droite, que la question serait partisane et politique. Je n'ai aucune difficulté à évoquer le cas d'une affaire que je connais bien, Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget qui était un fraudeur fiscal, ou même pendant la présidence socialiste de M. Hollande, le patron du parti présidentiel, Jean-Christophe Cambadélis, patron, quand il est désigné à la tête du parti socialiste, est déjà condamné 2 fois. Définitivement pour des atteintes à la probité. On n'a pas pu en trouver un autre. On a mis quelqu'un qui avait été condamné déjà 2 fois. Bien sûr, pas de difficulté à parler pour les affaires qui concernent la France insoumise, et je reviendrai peut-être sur les réactions que ça a pu provoquer du monde politique ou celles du Rassemblement national, et j'y reviendrai. Je ne peux pas faire l'économie non plus, dans un tel bilan, de ce qu'est la présidence Macron. Pourquoi je dis ça? Parce que Emmanuel Macron est, il me semble, en partie un enfant de l'affaire Fillon, si vous me permettez cette expression, et qu'il a fait en grande partie sa campagne de 2017 précisément sur la moralisation de la vie publique. Précisément sur, je me souviens d'un discours qu'il avait fait en mars 2017, arrêter ce sentiment d'injustice, d'inéquité qui existe, et faisant tout un tas de promesses qu'on entend souvent pendant les campagnes électorales, et qu'une fois lovées dans le fauteuil de la présidence, elles peuvent être un peu oubliées. Je donne juste un exemple. Mars 2017, Emmanuel Macron dit qu'évidemment, un ministre mis en examen devra démissionner en vertu de ce qu'on appelle improprement, mais peu importe, la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, qui n'avait rien de jurisprudentiel, mais qui était une jurisprudence politique, si on ose dire, et qui s'entendait parfaitement, et on pourra y revenir, entre la relation qu'il peut y avoir entre le principe de précaution et la présomption d'innocence, et on peut évidemment concilier les deux sans porter atteinte à aucune des 2 autres. Aujourd'hui, il faut quand même constater que nous avons une ministre de plein exercice qui va être jugée pour corruption. Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et qui va probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la griffure, si vous me permettez l'expression, de l'affaire dite Dupond-Moretti, qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique, qui est la Cour de justice de la République. Il faut quand même imaginer que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction un tribunal d'exception, et qui est jugé par des parlementaires. Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même le monde politique qui juge le monde politique. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire Dupond-Moretti, ça n'est évidemment pas le lieu, mais je ne connais pas un juriste qui ne discute pas la décision de la CJR sur la relaxe de la Cour de justice de la République pour les prises illégales d'intérêt dont il était soupçonné. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça me paraît important ? Parce que précisément, ce qui vous occupe, la délinquance financière, la corruption, par définition, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent.
Ça concerne assez peu les nécessiteux. Et je vous dis ça parce que dans ce type de dossier, ce que moi je constate, avant peut-être de parler de choses plus pratiques, mais il me paraît très important de vous parler du contexte dans lequel tout ça se passe. Ce que je vois, d'où je suis, c'est que les mises en cause, par définition, sont des gens puissants. Ils ont des réseaux médiatiques, des réseaux financiers, des réseaux politiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Dans ces dossiers-là, un ancien président mis en examen peut aller pendant 27 minutes aux 20h de TF1 se défendre. Et c'est très bien qu'il se défende. J'ai aucun problème avec le fait, évidemment, qu'un mis en cause puisse se défendre. Puis quand ce même ancien président de la République... Je dis ça parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Dans ces dossiers-là, un ancien président mis en examen peut aller pendant 27 minutes aux 20h de TF1 se défendre. Et c'est très bien qu'il se défende. J'ai aucun problème avec le fait, évidemment, qu'un mis en cause puisse se défendre. Puis quand ce même ancien président de la République est remis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, il va 45 minutes sur le plateau de la première chaîne d'infos en continu BFM TV. Je ne suis pas sûr que ni la première chaîne que j'ai citée, ni la seconde ont consacré ici 27 minutes et là 45 minutes pour expliquer, ne serait-ce qu'expliquer, avec toutes les prudences d'usage, quels sont les faits qui peuplent le dossier qui vaut les mises en cause. Je vous dis ça aussi parce que c'est dans ce type d'affaires où l'on voit un renversement de perspective qui, moi, me paraît proprement sidérant, sinon scandaleux. Souvent, les mises en cause ont justement la capacité, les mêmes qui demandent la tolérance zéro pour la délinquance du quotidien, la délinquance de droit commun, ont la capacité à s'inviter justement dans les médias pour faire le procès de la justice. Dans ces affaires, parce que précisément les policiers, les gendarmes, les douaniers, les procureurs, les juges d'instruction, qui mènent des enquêtes contre les atteintes à la probité, par nature, ils s'attaquent à des formes d'ordre établies. Eh bien, les mêmes vont à la radio, à la télé, pour dire que le problème dans ces affaires, c'est la justice. L'ancien président dont je parle, il faut quand même prendre conscience de ce dont nous parlons, a comparé la police anticorruption, l'OCLIF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, à la Stasi, est-allemande. Ça s'est passé, ça a eu lieu. Dans une tribune dans le Figaro en 2014, il a comparé l'OCLIF à la Stasi. Les juges d'instruction ont été attaqués nommément par ce même ancien président de la République, quand il a été mis en examen ou quand il a été condamné. Il m'est arrivé de participer à des émissions de télé où quand il y avait après certaines affaires, que vous avez pu citer, la question qui m'était posée par mon propre milieu médiatique, c'est est-ce qu'il faut supprimer le parquet national financier ? C'est déjà arrivé, ça, après des condamnations, parce que le parquet serait un organe militant ou je ne sais quoi, dévolu à des causes obscures, qui sont des discours de populisme anti-judiciaire très connus. On a les mêmes au Brésil avec Bolsonaro, on a les mêmes aux États-Unis avec M. Trump, on a eu les mêmes avec Berlusconi en Italie, on a le même avec M. Netanyahou concernant ses affaires de corruption en Israël. Moi, ma position par rapport à ça, je peux donner un autre exemple pour parler de Marine Le Pen. L'affaire des détournements présumés de fonds publics au Parlement européen n'a jamais intéressé, n'a jamais fait l'ouverture des journaux, n'a jamais fait l'ouverture des matinales. En revanche, c'est devenu un événement quand Marine Le Pen a décidé d'en faire un événement au lendemain des réquisitions du parquet, en allant aux 20h de TF1 pour dire que c'était scandaleux. Elle a parfaitement le droit de le penser. Mais ça nous dit quelque chose, là aussi, il me semble, que le fond du dossier qui porte sur le détournement présumé, encore une fois, de 5 millions d'euros d'argent public, de votre argent, de notre argent, mon argent, ça n'intéresse pas. En revanche, quand la mise en cause décide de dire que c'est un scandale, que le parquet ose requérir
une condamnation à effet immédiat avec exécution provisoire, on retombe dans ce qu'on entend, la République des juges, le gouvernement des juges, la justice contre la démocratie. Bon. Moi, ma position par rapport à ça, c'est que sur la délinquance financière, sur les atteintes à la probité, je propose toujours de décentrer et d'imaginer que l'on parle d'un autre type de délinquance. Et je parle sous le contrôle de Frédéric, si des services de police et un parquet spécialisé dans la lutte pour la criminalité organisée saisit 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos de cocaïne, est-ce qu'il y a des débats judiciaires des débats médiatiques pour suggérer qu'il faut supprimer la brigade des stupes? Je ne le crois pas. Le ministre vient se faire prendre en photo devant la saisie de cocaïne. On trouve ça formidable. Des policiers qui font tomber des fraudeurs fiscaux ou des corrompus n'ont aucun égard. Aucun égard. Au contraire. Ils sont considérés comme les agents d'on ne sait quel complot médiatico-politico-judiciaro fantasmatique. Ça ne veut pas dire que la justice ne peut pas faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que la police ne peut pas faire des erreurs. Mais les mêmes qui dénoncent le tribunal médiatique sont ceux qui n'ont aucun problème dans le débat public à installer l'idée qu'il y aurait un complot. C'est du pur conspirationnisme, qu'il y aurait un complot contre eux dans ce type d'affaires-là. C'est-à-dire que ça donne le sentiment, je vous dis ça parce que je crois que vis-à-vis des citoyennes et des citoyens de notre pays, ça peut donner le sentiment très dangereux que la loi n'est pas la même pour tout le monde. Que ceux qui demandent l'application stricte de la loi et la répression, et ils ont raison, eh bien, les flammes judiciaires ne peuvent pas s'approcher de leur propre milieu, de la délinquance de leur milieu, qui est la délinquance financière. J'ai peu dormi cette nuit parce que j'ai dû écrire une chronique d'un procès que je suis en train de suivre, qui est le procès des financements libyens. Je vous dis ça pas pour vous parler de mes insomnies, mais parce que ça me paraît être un moment très significatif. Alors je ne vais pas du tout faire le procès à la place du procès, c'est pas du tout mon rôle, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas policier, je ne suis pas là pour dire qui est coupable et pas coupable, mais par rapport à ce dont nous parlons, ce procès a été le fruit d'une instruction qui a duré 10 ans. Ça va peut-être vous intéresser par rapport à votre commission. Il a été beaucoup dit qu'on n'a jamais vu autant d'argent public dépensé pour une instruction comme celle-là, des moyens considérables qui ont été déployés. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu un seul policier détaché à temps plein sur cette affaire pendant 10 ans. Il n'y a pas eu un policier détaché à temps plein sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi des financements libyens pendant 10 ans. C'est ça la réalité de ce dossier, qui vous dit, il me semble, quelque chose de la saturation des services d'enquête, là c'est l'OCLIF dont je parle, pour essayer de mettre à jour ce type d'affaires. Et pourtant ils y arrivent. Le CV judiciaire que j'ai dépeint à gros traits pour commencer ce propos liminaire peut être vu de deux manières. La première, c'est le verre à moitié plein. Quand même, la justice est indépendante et la justice fait ce qu'elle peut avec le peu de moyens qu'on lui donne dans le type de résolution de ce dossier. Et puis on peut voir le verre à moitié vide, on peut voir les deux, c'est qu'on ne tire aucune espèce de conclusion de cela, collective. On ne tire pas de conclusion de ce que ça nous raconte. On continue, il me semble, de penser que quand il y a des affaires, c'est une sorte de rhume de la démocratie, de faits divers, financiers, plus ou moins spectaculaires, avec des gens connus, mis en cause, qui s'en sortent, qui tombent, qui s'en sortent pas, etc. Comme si ça ne disait pas quelque chose de plus grand que les faits et les personnes eux-mêmes sur ce que je considère être, moi, un cancer qui est susceptible de dévorer la démocratie. Je ne vais pas citer la civilisation romaine, mais on sait à peu près depuis Cicéron que la corruption, ça peut faire tomber des civilisations. Et ça n'est pas comme si ça ne concernait pas directement la vie des gens.
C'est pas parce qu'on parle de faits qui concernent des gens puissants, qui dans le monde, dans l'entreprise, qui dans le monde politique, ça n'a pas de conséquences concrètes. La délinquance financière, la fraude fiscale, la corruption, c'est de notre argent dont on parle. C'est une richesse qui échappe à la nation. C'est une richesse qui échappe aux citoyens et aux citoyennes. C'est une richesse qui échappe aux services publics. C'est-à-dire qu'il y a un coût financier absolument considérable de ces affaires. On n'a même pas d'études très précises sur ce que nous coûte la corruption en France, contrairement à d'autres pays. Il en existe, mais il y en a peu. D'ailleurs, il y a peu de recherches universitaires sur les atteintes à la probité, sur la délinquance financière en France. Il y en a beaucoup dans d'autres pays. Depuis la crise de 29 aux États-Unis, il y a des recherches universitaires qui ont été poussées. Il en existe en France, mais ça n'est pas la majorité du genre. Et le deuxième coût de la facture de cette délinquance financière, c'est le coût démocratique. C'est le sentiment contre lequel il faut lutter, et contre lequel j'essaye de lutter dans mon journal. Le tous pourri, évidemment qu'il n'y a pas de tous pourri. C'est l'idée qu'il y a des justices à deux vitesses. C'est l'idée que pour certaines délinquances, on va en prison et pour d'autres, on n'y va pas. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut envoyer tout le monde en prison. C'est évidemment pas mon propos, mais c'est le sentiment de l'inégalité devant la loi. Et ça ne me paraît pas complètement étranger au désir de justice sociale qui est parfois revendiqué dans des mouvements brouillons, compliqués, désordonnés, dont on a vu plusieurs formes depuis un certain nombre d'années en France.